Bonjour à tous, aujourd'hui sujet très chaud, sujet brûlant, prostitution, vente de drogue, organisation de fêtes, squat, vol. Si tu fais de la location courte durée, à un moment ou à un autre, tu seras confronté à ce type de problème et à ce type de voyageurs malveillants. Ça peut faire peur et ça fait souvent sensation dans les médias quand on aborde ce sujet, mais il existe des solutions très simples et très efficaces à mettre en place pour éviter ce genre de désagrément. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ça point par point et tu vas voir, ça va aller dans le détail. Je vais t'expliquer toutes les techniques, comment les mettre en place. Ça va réduire de 99,9% le risque d'avoir des voyageurs mal intentionnés dans ton logement Airbnb ou Booking. Allez, c'est parti, je t'explique tout ça. Tout d'abord, tu dois être capable de détecter les signaux faibles qui te donneront une suspicion de comportement malveillant à venir. Et pour ça, il y a quelques signaux très faciles à retenir. Le premier signal, c'est la réservation de dernière minute. Les gens mal intentionnés, souvent, vont réserver à la dernière minute en remarquant qu'un logement s'y prête bien, en profitant du fait que l'hôte ne va pas avoir le temps de vérifier les choses, donc ils se disent qu'à la dernière minute cela fonctionne. Et souvent, bien sûr, les besoins de ce type de comportement sont souvent à la dernière minute. Prostitution, drogue, squat, etc. Le deuxième signe, ce sont les voyageurs locaux. Alors certains, ce qu'ils font, c'est qu'ils interdisent les voyageurs locaux, parce que évidemment, les voyageurs locaux sont pas réellement des voyageurs qui louent un Airbnb pour des vacances ou pour un déplacement professionnel, puisqu'ils sont dans la même localisation, dans la même ville. Souvent, ce sont pour des activités pas très nettes, évidemment. Donc certains, ce qu'ils font, c'est qu'ils interdisent complètement les voyageurs locaux. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution. Je vais y revenir ensuite dans les actions que tu peux mener pour éviter ça, à savoir que ça peut être un signe en tout cas. Quand tu analyses une réservation ou une demande de réservation, c'est un signe potentiel de risque. Un autre signal, c'est le nouvel utilisateur. Donc un nouvel utilisateur qui vient de s'inscrire sur une plateforme, que ce soit Airbnb, Booking, Abritel ou autre, souvent c'est une suspicion. Souvent, si on a un besoin d'un acte mal intentionné, on va vite s'inscrire et puis ensuite on va faire une réservation. Donc c'est un signe. Alors évidemment, c'est qu'un signe. Moi, je trouve pas que ce soit le signe le plus évident, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs qui tout simplement arrivent sur une plateforme pour réserver parce que c'est juste la première fois. Mais en tout cas, retiens que c'est un signe aussi. On va voir juste après les solutions à ce problème d'identification de nouvel utilisateur et de vérification. Enfin, il y a un autre signe, mais là, ce sera déjà trop tard. Souvent, les voyageurs qui ont réservé ton logement et qui, en cours de réservation, te demandent régulièrement de prolonger la réservation en rajoutant une nuit ou en rajoutant 2 nuits, voire même en te demandant de l'argent en espèces. Là, attention, red flag, là aussi, c'est sûrement que tu t'es fait avoir et que l'activité dans ton logement n'est pas forcément une activité net. Donc là, attention à ça. Alors, quelles sont les solutions? La première étape, c'est de filtrer en amont les risques, évidemment, avant qu'ils arrivent. Première chose évidente, c'est d'avoir des photos exceptionnelles, des photos lumineuses, des photos magnifiques qui présentent un logement parfait. Évidemment, c'est bon pour le business, pour ton taux de réservation, le prix que tu vas pratiquer, pour le taux d'occupation, le nombre de réservations, évidemment. Mais c'est aussi un signe qui va dissuader en partie des gens mal intentionnés. Pourquoi? Parce qu'ils vont se diriger vers des logements dont ils savent qu'il y a moins d'attention portée, qu'il y a moins de vérification, que c'est fait de façon plus amateur. Et donc ils vont plutôt s'orienter vers des logements qui paraissent comme ça, et souvent c'est par les photos qu'on le voit, qui paraissent un peu plus délabrés entre guillemets ou mal entretenus. Ça c'est très facile à faire, je te mets un lien vers une vidéo que j'ai faite au sujet des photos et comment les améliorer. Comme ça tu pourras faire pareil et assurer des photos parfaites. Je le précisais juste avant, tu peux décider de bloquer les voyageurs locaux, un habitant finalement de la même ville que ton logement. Moi je le conseille pas, c'est une façon de faire, mais moi je ne le conseille pas parce que tu vas voir, je vais te donner des conseils beaucoup plus efficaces et qui fonctionnent peu importe où habite le voyageur qui prend une réservation chez toi. Parce qu'on peut très bien avoir un couple qui a envie de réserver Airbnb, pas pourquoi ça poserait un problème. Si en plus tu as une love room par exemple, sachant qu'une love room, tu incites un peu quand même à l'utilisation de ton logement un petit peu de façon détournée, mais le fait de réserver en fait un logement pour un couple, c'est tout à fait possible, tout à fait légal et ça pose aucun problème. Et pourtant ce sont des voyageurs locaux, donc voilà. Un autre filtrage très efficace pour résoudre le problème des réservations de dernière minute qui sont souvent un risque, c'est d'interdire les réservations à plus d'un certain laps de temps avant l'arrivée. Donc par exemple, tu peux dire je vais interdire les réservations qui sont en dessous de 24 heures de la date d'arrivée. Donc tu autorises uniquement les réservations 24 heures avant à minima de l'entrée dans le logement. Tu peux l'augmenter évidemment à 2 jours si tu veux ou plus, ça c'est à ta guise, mais sache que ça va être d'une grande efficacité pour réduire les risques de comportement malveillant dans ton logement ou d'activité illégale.
Moi, ce que je fais, c'est que je limite les réservations à la veille. Donc, il n'est plus possible de réserver le logement le jour même, par exemple, mais uniquement au moins 24 heures avant pour entrer dans les lieux. Pour le faire, c'est très simple. Soit tu te rends sur ton Channel Manager ou ton PMS pour le faire directement et ça va le prendre en compte sur les différentes plateformes de réservation, donc Airbnb, Booking, soit tu le fais directement sur la plateforme et je vais te montrer ça très rapidement. Si tu es sur Airbnb, il suffit d'aller sur ton espace hôte, puis la section calendrier. Ensuite, tu choisis à gauche un de tes logements et tu vas voir ici qu'on va te présenter évidemment le calendrier et à droite ici, tu as paramètres de disponibilité. Et tu vois ici, j'ai délai de réservation avant l'arrivée au moins un jour. Si tu cliques ici, tu peux bien entendu configurer le délai de réservation avant l'arrivée. Ici, moi, c'est au moins un jour. Et bien sûr, ça, c'est configurable. Tu peux également le faire sur booking.com. Je te mettrai en incrustation une vidéo qui montre comment le faire sur l'interface Booking. Pour résoudre le problème du nouvel utilisateur, il n'y a pas de solution miracle. Soit tu n'acceptes pas les nouveaux utilisateurs, donc les nouveaux inscrits. Mais bloquer un nouvel utilisateur pour le risque de comportement malveillant, c'est pas forcément très efficace. Moi, par exemple, de mon expérience sur booking.com, les comportements malveillants, en fait, ils viennent d'utilisateurs et de voyageurs qui sont genius. Donc ça veut dire que ce sont des voyageurs qui ont fait beaucoup de réservations sur la plateforme Booking, donc ils sont des habitués, qui n'ont aucun problème à payer. Et les escrocs, eux, ils multiplient les escroqueries. Et donc ils multiplient l'utilisation de logements pour faire leurs activités illégales. Donc finalement, ce sont de très bons clients de plateformes, que ce soit Airbnb ou Booking, ça peut être de très bons clients. Donc c'est pas vraiment un filtre très efficace. Une autre méthode très efficace, c'est de monter les prix. Donc, alors de toute façon, c'est un conseil même en général, pour ton chiffre d'affaires et pour réussir en fait dans l'activité de location saisonnière, c'est jamais une très bonne idée de baisser les prix. Mais en fait, il faut tout faire pour garder ces prix hauts, pour avoir des prix plus élevés que la moyenne et plus élevés que tes concurrents. Et des prix élevés ont le deuxième avantage de dissuader des comportements malveillants ou des gens qui auraient des activités illégales à faire dans ton logement. Évidemment, ils vont plutôt choisir un logement dont le prix est inférieur, un logement qui est moins premium entre guillemets, et donc forcément ça va réduire les risques sur ton logement. Maintenant, ce n'est pas non plus une solution ultra efficace, comme je le disais juste avant. Certains comportements malveillants viennent de voyageurs qui sont de très bons clients de Booking.com ou d'Airbnb. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces voyageurs ne sont pas forcément malveillants. Moi, je dis malveillants, mais ce n'est pas forcément malveillant. Mais ils vont peut-être faire des activités que tu ne voudrais pas avoir dans ton logement. Ça peut être des activités illégales, mais ça peut être des activités à la limite de la légalité. Et donc, voilà. Ces activités sont en fait des activités très rémunératrices. Donc, ce n'est pas un problème pour ces voyageurs ou ces clients d'être considérés comme des très bons clients sur ces plateformes. Donc, ce n'est pas un filtre non plus magique. Mais disons que ça va réduire les risques. Dans mon cas de figure, moi par exemple, j'augmente les prix, je te vois aussi, tu le fais peut-être probablement, j'augmente les prix sur Booking.com par exemple. Tout simplement parce que Booking.com, comme ils ont ces programmes comme Genius ou des programmes de réduction, il faut compenser cette réduction. Parce que moi, mon objectif, et je pense que toi aussi, c'est de maintenir un chiffre d'affaires élevé, d'augmenter les revenus, tout en attirant une clientèle par des biais de réduction. Et malheureusement, c'est comme ça que fonctionne Booking, mais tu peux aussi le faire sur Airbnb, tu es obligé de monter les prix pour finalement compenser l'avantage des voyageurs expérimentés et fidèles qui eux ont des réductions de 10, 15, 20, 30%, voire plus grâce au programme Genius par exemple. Pour ce qui est des réservations de dernière minute et des réservations, on va dire, plutôt à la va-vite, certains, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont restreindre à 2 jours minimum les réservations sur leur logement. Alors moi, je ne te le conseille pas. Pourquoi? Parce que déjà, limité à 2 jours, c'est pas bon pour le business non plus. Parce qu'il faut bien que tu remplisses ton calendrier. Et donc, dans certains cas, il va falloir combler les nuits orphelines par des réservations d'1 jour. Pour ça, il y a des méthodes très efficaces pour le faire. Retiens quand même que dans tous les cas, moi, je suis pas fan de cette règle, je ne la trouve pas très utile. Voilà pour ce qui est des filtres en amont qui sont la plupart du temps assez efficaces. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, ce sont les outils de prévention et donc de validation et de protection que tu peux mettre en place pour éviter ces activités, même après la réservation. Le premier système très important et que je te conseille de faire tout de suite après avoir regardé cette vidéo, c'est de mettre en place une vérification d'identité. Mais attention, la vérification d'identité dont je te parle, c'est pas de demander au voyageur de t'envoyer un scan ou une photo de sa carte d'identité par email. D'une part parce que c'est pas fiable, c'est très facilement falsifiable aujourd'hui, avec du Photoshop, avec du ChatGPT, on peut créer ce qu'on veut, on peut créer la pièce d'identité qu'on veut et tu n'auras aucun moyen de le vérifier réellement. Et puis tu n'as aucun moyen en plus de vérifier que la personne qui te l'envoie est vraiment la personne qui a cette identité. Donc le conseil, c'est de faire une vérification d'identité qu'on appelle KYC, Know Your Customer.
c'est la vérification d'identité que tu fais quand par exemple tu vas t'inscrire à un organisme financier. Il va te demander de te vérifier ton identité, donc il va te demander de passer par un système spécialisé qui va scanner via ton mobile ta carte d'identité, qui va la vérifier, qui va ensuite te demander de prendre un selfie pour être sûr que la photo match avec la pièce d'identité. Il va te le demander de le faire en temps réel et pas d'envoyer une photo, donc ce qui permet d'avoir vraiment des données à jour et vérifiables. Et ensuite, il y a un algorithme qui va vérifier tout ça. Donc c'est très efficace. Alors ça ne permet pas de vérifier que la personne qui va arriver dans le logement est celle qui aura fait la vérification d'identité, mais c'est pas très grave parce qu'en fait ce que tu veux vérifier, c'est qu'il y a une personne responsable et que cette personne responsable, tu as vérifié précisément et de façon très fiable son identité. Et pour ça, ça fait le taf. Donc si demain il y a un problème parce que cette personne responsable qui a fait la réservation a laissé entrer quelqu'un ou a fait une réservation pour quelqu'un et que ce quelqu'un a causé des dégradations ou des problèmes dans ton logement, eh bien tu vas pouvoir engager des poursuites envers la personne responsable qui est celle qui a fait la réservation. Et ça, c'est très clair dans les conditions générales, que ce soit de Booking ou de Airbnb. Alors moi, cette vérification d'identité, je ne la fais pas pour Airbnb. Tout simplement parce que je trouve qu'Airbnb a une vérification d'identité qui est assez efficace, puisqu'il vérifie systématiquement le téléphone portable et l'identité du voyageur. D'ailleurs, tu vas le voir directement quand tu vérifies un voyageur, identité vérifiée. Et d'ailleurs, Airbnb te prévient quand le voyageur n'a pas encore vérifié son identité quand il fait une réservation. Donc de toute façon, Airbnb ne validera pas la réservation tant que la vérification d'identité n'est pas faite. Donc là-dessus, c'est plutôt fiable sur la vérification d'identité côté Airbnb. Pour d'autres plateformes comme Abritel, Booking.com par exemple, ou la réservation en direct, tout simplement, là où ça devient nécessaire, pour moi, et en tout cas moi c'est ce que je fais, moi j'active la vérification d'identité systématique. Alors pour faire la vérification d'identité fiable, tu as des solutions clés en main. Comme ça de mémoire, tu as AutoHost, tu as Check-in, tu as Charge Automation, et tu as aussi Stripe qui est une plateforme de paiement mais qui permet aussi de faire de la vérification d'identité. Moi la solution que j'ai choisie c'est une solution maison entre guillemets où je vais utiliser Stripe Identity et un script, un scénario N8N que je te montrerai rapidement en incrustation qui va permettre de vérifier l'identité du voyageur et d'enclencher un système qui va permettre de mettre à jour la fiche du voyageur avec le fait que son identité a été vérifiée, d'envoyer un message au voyageur en lui disant que son identité a bien été validée et d'autre part de marquer cette réservation pour autoriser le déclenchement du message qui donne les données d'instruction au logement. Moi, dans mon cas, tant que l'identité n'a pas été strictement vérifiée par ce système, aucune instruction d'entrée ni d'indication d'entrée et d'adresse n'est envoyée au voyageur. Donc aucun code sur la serrure connectée n'est envoyé tant que la vérification n'est pas faite. Et ça, c'est une règle stricte. Aucune exception, aucun envoi par email, aucune demande en dehors de la vérification officielle. Si je n'ai pas la vérification, je ne donne pas l'accès au logement. Quitte à annuler la réservation, et ça se fait très bien sur Airbnb ou Booking, et ne pas gagner cette nuit de réservation, je ne suis pas prêt à prendre le risque, et donc je ne peux pas entrer le voyageur dans le logement, tout simplement. C'est ce que je te conseille de faire, en tout cas, c'est très efficace et ça marche très bien. Concernant Stripe Identity, c'est facile, une fois que tu l'as mis en place, de toute façon, je te conseille d'utiliser un système de paiement comme Stripe. Si tu fais de la location en direct, tu l'utilises peut-être déjà ou tu utilises une autre plateforme de paiement qui propose peut-être ce système. Et dans ce cas-là, tu vas sur Stripe Identity. C'est un service que tu peux activer. Et ce que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir un lien que tu vas pouvoir fournir à chacun de tes voyageurs avec une référence de réservation, comme ça te permet de les retrouver, qui va leur permettre tout simplement, en cliquant ce lien, de faire leur vérification d'identité, donc avec la carte d'identité, le permis, etc., avec le selfie, tout validé. Et une fois que Stripe a validé l'information, il t'informe techniquement, soit par email, soit par un webhook, qu'on appelle ça donc techniquement, que la vérification d'identité a été faite. Puis ensuite, soit tu fais les choses à la main, soit tu l'intègres, comme je l'ai fait avec N8N, et je vais directement mettre à jour les informations, envoyer les mails qui vont bien, déclencher l'email d'instruction d'entrée automatiquement. Si tu es intéressé par le scénario N8N pour mettre en place toi aussi une automatisation de la vérification d'identité et de l'envoi des instructions d'entrée, n'hésite pas à me contacter. Je te mets un lien en bas dans la description de cette vidéo et en premier commentaire pour qu'on puisse en discuter et puis voir ce que je peux faire pour permettre de faire ça toi aussi de ton côté si tu as une conciergerie ou si tu gères des locations saisonnières. Tous les détracteurs qui vont me dire que le voyageur ne va pas accepter de faire la vérification d'identité, eh bien moi, allez, on va dire 4 voyageurs sur 5 le font. Et ceux qui ne le font pas, pour moi, c'est directement une suspicion qu'il y a un problème. Et donc, je préfère annuler la réservation et ne pas en savoir plus. De toute façon, il y a des arguments très forts que je vais te donner tout de suite qui font mouche et qui vont finalement forcer et expliquer par A plus B
pourquoi tu demandes une vérification d'identité. Et dans ce cas-là, le voyageur l'accepte très facilement. La première chose, c'est d'ajouter cette vérification d'identité dans les règles d'accès au logement. Donc dans les règles de ton annonce et de ton logement. Alors sur Booking, il y a un moyen très simple de le faire, je vais te montrer tout de suite. C'est que tu vas dans établissement, puis tu cliques voir vos descriptions, ce qui va t'amener sur cette page, où d'ailleurs tu peux en fait demander à faire changer ta description de logement. Et si tu descends, tu as une rubrique qui s'appelle à savoir, ici, où tu peux cocher des choses à savoir pour ton logement, qui sont pratiquées dans ton logement. Et il y a ici une option qui est « Vous devrez présenter une pièce d'identité avec photo et une carte de crédit lors de l'enregistrement. Veuillez noter que toutes les demandes spéciales seront satisfaites sous réserve de disponibilité, etc. » Donc ça, tu le coches. Alors c'est évidemment plutôt fait pour les hôtels, puisque Booking.com, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il ne vérifie pas vraiment les identités des voyageurs. Il laisse cette responsabilité à l'hôtel ou au loueur saisonnier. Donc c'est ce qu'on fait ici. En cliquant en fait cette case, ça permet que le voyageur ne puisse pas se plaindre s'il y a eu un problème ou s'il n'était pas content d'avoir à faire vérifier son identité avant d'entrer dans le logement. Et bien là, tu as en fait le fait que tu l'as prévenu. Et donc, s'il l'a accepté au moment de la réservation, il doit s'y plier. Deuxième argument, c'est de dire qu'en fait, c'est exactement comme s'il réservait dans un hôtel. Quand un voyageur réserve un hôtel, le réceptionniste va demander sa carte d'identité. Et d'ailleurs, il va même très souvent la photocopier avec une photocopieuse et en garder une copie. Et je ne suis pas sûr que ça, ce soit plus fiable que la vérification, les systèmes de vérification numérique. Donc ça, tu peux le mettre en avant. L'autre intérêt, c'est de ne jamais demander aucun document par email, donc par scan ou par email, tout simplement parce que ça n'est pas sûr. C'est pas une méthode sûre que les pièces d'identité se baladent dans des emails. Donc ça, c'est aussi un argument à utiliser. Autre argument, tu insistes sur le fait que tu utilises un service reconnu, comme Stripe, ou même tu peux leur proposer France Identité par exemple. France Identité, c'est un service de l'État qui permet de faire vérifier et de partager la vérification d'identité sans partager ces documents confidentiels. Donc en fait c'est le must, c'est le meilleur. Par contre il y a certains voyageurs, s'ils sont étrangers, ils ne vont pas pouvoir le faire. Et aussi il faut noter qu'il faut avoir les nouvelles cartes d'identité sous forme de carte de crédit, sinon les voyageurs ne peuvent pas utiliser France Identité. Voilà. Mais ça va s'améliorer avec le temps. Tu expliques bien dans tes arguments que c'est un logement à accès autonome, moi par exemple c'est mon cas, et donc qu'il ne peut pas y avoir un échange physique de la carte d'identité. Et donc forcément, on est obligé d'utiliser un service numérique, mais c'est un service fiable, comme le font aujourd'hui les banques, etc. Donc aucun souci là-dessus. Un autre argument très fort qui va convaincre ton voyageur, c'est que moi, dans mon cas, je ne demande pas de caution avant l'entrée dans le logement. Et donc la vérification d'identité est encore plus importante dans ce cas-là. Je ne demande pas de caution. Par contre, moi, dans mon cas, je fais appel à une assurance. Et je vais t'expliquer plus tard, je te donnerai le lien pour couvrir ton logement, éviter de demander une caution tout en te garantissant de dégradation sur ton logement. Autre outil et autre option très importante à activer sur ton logement ou pas, c'est que souvent les gens sont réticents, surtout au début, les conciergeries ou les autres, sont réticents à activer ce qu'on appelle la réservation instantanée. Parce que la réservation instantanée, évidemment, c'est plus simple pour des voyageurs malveillants pour réserver un logement puisqu'ils n'ont pas besoin de demander de rentrer en contact avec l'autre. Moi, ce que je te conseille dans ce cas-là, c'est que sur Airbnb, par exemple, tu peux activer la réservation instantanée, ça marche très bien, mais tu vas cocher la case qui fait que tu n'auras que des voyageurs expérimentés dans ton logement. C'est très important. Ce que va faire Airbnb ensuite, c'est d'autoriser uniquement les voyageurs qui ont eu déjà des notes positives et déjà une expérience de location dans ton logement. C'est plutôt mieux pour t'assurer aussi d'avoir des bonnes notes, parce que c'est des gens qui connaissent un peu plus le monde d'Airbnb. Donc ils vont se comporter de façon plus adéquate avec la plateforme. Au moins, tu es sûr que quand c'est un nouvel utilisateur ou un utilisateur qui n'a pas encore d'expérience ou qui n'a pas encore vérifié son identité, eh ben, il va te contacter, il va devoir écrire un message pour te faire la demande de réservation. Et c'est là que tu vas vérifier si tu sens une suspicion malveillante, par exemple un voyageur local, en fonction du message qu'il va t'envoyer, est-ce que c'est un nouvel utilisateur, etc. C'est un peu les signes précurseurs d'un problème à venir. Concernant d'autres plateformes, surtout Booking.com ou encore Abritel, il n'y a pas de système pour noter les voyageurs. Et donc il n'est pas possible de limiter uniquement aux voyageurs expérimentés ou aux voyageurs qui ont eu des recommandations positives par d'autres hôtes. Donc pour Booking, c'est à toi de voir. Tu peux activer la réservation instantanée, mais avec la vérification d'identité, ça fonctionne plutôt bien. Tu peux aussi vérifier toutes les demandes toi-même. À toi de voir, Booking est un peu plus compliqué de ce point de vue-là. Pareil pour Abritel ou d'autres plateformes. Et bien c'est là que tu peux utiliser un outil qui est aussi très puissant, c'est d'utiliser un questionnaire qui va, de façon subtile et sans forcément être agressif ou sans forcément dire aux voyageurs que tu es en train de vérifier une activité malveillante, mais qui va d'une façon détournée vérifier si oui ou non il y a une suspicion d'activité à problème dans ton logement. Je vais te donner quelques exemples de la façon dont tu peux aborder ce questionnaire. La première chose que tu peux demander, c'est l'objectif du séjour. Alors là, je n'ai pas tout retenu par cœur, donc je vais regarder sur mon téléphone et je te donne un peu des exemples de messages que tu peux faire. Le but, en fait, c'est de déceler un usage anormal de ton logement.
Par exemple, je vous souhaite la bienvenue. Pour mieux adapter le séjour, est-ce un déplacement professionnel, une escapade, en couple ou autre chose? C'est toujours un plaisir d'accueillir des voyageurs. Qu'est-ce qui vous amène dans la région? Question ouverte qui peut bien fonctionner aussi. Souhaitez-vous des recommandations pour un séjour détente, travail ou découverte? Là, on demande s'il veut des recommandations pour l'inciter finalement à nous amener vers l'objectif de son séjour. Si tu détectes un flou ou un refus de répondre, là tu peux être sûr que la réservation est douteuse. L'autre type de question que tu peux poser, c'est la composition du groupe de voyageurs. Le but, ça va être de vérifier le nombre, l'âge, le type de voyageur, etc. Par exemple, combien de personnes seront présentes exactement pendant le séjour? Super, vous serez deux, des amis, un couple, en famille? Voilà, question plutôt détournée pour savoir combien ils sont. Autre exemple, je prévois toujours les bons draps et serviettes. Quel est le type de couchage préféré de chacun? Comme ça permet de savoir combien ils sont en le détournant par le fait que vous faites de l'hospitalité en essayant de bien préparer leur séjour. Autre type de question sur l'heure d'arrivée et la planification. Par exemple, là, le but, ça va être plutôt de capter un comportement nocturne anormal. Avez-vous une idée de votre heure d'arrivée? Je prépare le logement en fonction. Souhaitez-vous une arrivée autonome ou préférez-vous que je sois dispo pour vous accueillir? Des questions qui vont permettre de savoir ou quand ils arrivent ou quand ils partent et un peu de détecter des comportements anormaux tard le soir par exemple. Quatrième type de question, ça va être pour savoir un peu la provenance géographique du voyageur. Là évidemment c'est pour repérer les locaux comme je disais plus tôt dans la vidéo. Vous venez de loin, je demande ça pour vous recommander les meilleures adresses selon vos goûts par exemple. Si vous arrivez en voiture, je peux vous aider avec le stationnement autour de l'appartement. Là on détourne en fait en demandant s'ils arrivent en voiture pour savoir s'ils viennent de loin. Voilà, si c'est une adresse très proche, c'est un signal. Alors c'est modéré mais ça peut être une suspicion en plus. C'est toujours pareil, ça va être un faisceau d'indices qui va te permettre de savoir si c'est une réservation à risque ou pas. Avec ça, ça fonctionnera très bien et puis ça va te permettre de mieux filtrer. Quand tu as un doute et que tu ne sais pas encore si tu vas valider la réservation ou pas. Tu n'es pas obligé de le faire systématiquement, mais c'est vrai qu'en cas de doute, ces questions vont permettre de complètement valider l'acceptation ou non. Un autre outil de prévention très efficace, c'est de demander un dépôt de garantie, donc une caution aux voyageurs. Alors évidemment, si un voyageur a un but illégal ou malveillant dans ton logement, il va moins être enclin à réserver parce qu'il faut qu'il dépose un dépôt de garantie, donc il va avoir un peu peur, il va avoir un risque. Le problème de cette solution, c'est que moi je pratique par exemple pas de caution ni de dépôt de garantie. Pourquoi? Parce qu'en tant que voyageur, tout le monde déteste déposer une caution ou un dépôt de garantie. Et je peux t'assurer que ça va impacter tes réservations. Donc moi je demande ni caution ni dépôt de garantie. Je pars du principe que si moi j'ai pas envie de payer une caution quand je réserve un Airbnb ou un Booking, j'ai pas envie non plus en tant qu'hôte que mes voyageurs aient à le faire. C'est une contrainte, c'est quelque chose qui est négatif et donc c'est mal perçu par les voyageurs, donc je ne demande pas. Alors tu vas me dire, alors comment tu fais pour t'assurer qu'il n'y ait pas de problème et s'il y a une dégradation, comment tu fais pour récupérer ton argent et pour pouvoir réparer les dégradations, sachant que je sais que la plupart des autres ont peur de AirCover d'Airbnb, se disent qu'ils ne vont pas les rembourser et sur Booking.com, c'est encore plus dur puisqu'il n'y a pas vraiment d'assurance et c'est très difficile de se faire rembourser via Booking.com. Et bien moi, ma recommandation c'est simple, sur Airbnb, pour moi AirCover ça fonctionne, c'est juste que c'est vrai qu'il faut respecter en fait le formalisme, et c'est un formalisme d'assurance où il va falloir apporter des preuves, il va falloir expliquer la situation, il va falloir fournir des factures, faire un dépôt de plainte et le joindre. Si tu fais tout ça, la plupart du temps ça fonctionne bien quand même AirCover. Sur Booking.com, il n'y a pas d'assurance. Moi ce que je te conseille, c'est de prendre une assurance spécialisée dans la location courte durée pour ton logement. Et ça couvrira peu importe si la réservation était sur Airbnb, Booking, Abritel ou surtout la réservation en direct. Donc de toute façon, cette assurance te sera utile. Cette assurance te couvre contre les dégradations, mais aussi est très important contre la responsabilité civile. Donc si le voyageur a un problème dans ton logement et qui peut être dû à ton équipement, et donc il peut te engager des poursuites contre toi parce qu'il va dire que le problème qu'il a eu c'est à cause de ton logement. Et si tu ne vas pas t'amuser à chaque fois à vérifier qu'un voyageur a une assurance villégiature, une assurance pour ses voyages, parce que ça c'est vraiment difficile à faire, tout le monde ne l'a pas, et bien dans ce cas-là, tu seras couvert. Donc tu seras couvert contre ça, et contre les dégradations, et contre les problèmes dans ton logement. J'ai une assurance, un partenaire assurance, j'ai un lien affilié que je te mets en bas dans la description également et dans le commentaire. Si tu veux profiter de cette assurance, c'est pas très cher, puisque pour un petit logement, ça va revenir peut-être à 150 ou 200 € par an, et ça les vaut largement, parce que ça va évidemment te couvrir en cas de problème. Ce qui est bien, c'est qu'avec la vérification d'identité, donc que je t'ai expliqué juste avant, plus cette assurance, d'une part, pas besoin de demander de caution, et deuxièmement, tu vas t'assurer contre les problèmes qui peuvent être causés dans ton logement, que ce soit par des activités illégales ou que ce soit par des jeunes qui font la fête ou peu importe. Donc tu résous deux problèmes, tu sécurises ton bien contre les comportements malveillants, et deuxièmement, tu retires une épine dans le pied des voyageurs, tu augmentes ton taux de réservation et ton nombre de réservations en ne demandant plus de caution à l'entrée.
N'hésite pas à cliquer le lien que je te mets en commentaire. En plus, je crois qu'avec le lien affilié que je te donne, tu auras 5% la première année sur l'assurance. Autre outil très efficace et qui est vivement conseillé, alors moi, je vais être honnête, je ne le fais pas, mais je devrais le faire et je vais m'y pencher, c'est qu'il faudrait faire signer un contrat de location à chaque personne qui vient dans le logement. Ça a une double utilité parce que ça permet, en cas de problème, d'avoir encore plus de force s'il faut passer devant un juge ou s'il faut justifier à l'assurance, puisque tu vas pouvoir justifier par un contrat de location. Et le contrat de location va vraiment délimiter ce que les voyageurs ont le droit ou pas le droit de faire. Ils vont rappeler les obligations légales et les comportements et les activités illégales dans ton logement, et puis surtout les règles d'une façon claire et précise et signée numériquement. Alors évidemment, ça rajoute une contrainte aux voyageurs, en plus de la vérification d'identité, donc pour l'instant, j'ai pas passé le pas, mais je pense et je reste persuadé que c'est une solution très efficace et puis qu'en plus, conjointement avec l'assurance, va te garantir, que ce soit AirCover ou d'ailleurs ta propre assurance, vont te garantir de pouvoir te faire rembourser encore plus efficacement. Malheureusement, ça va nécessiter évidemment signature électronique de contrat, etc. Bon, là, c'est pas forcément difficile à faire, mais un voyageur qui doit lire un contrat avant de signer, avant de pouvoir accéder au logement, en plus de la vérification d'identité, ça commence à faire beaucoup et c'est pas quelque chose de commun. Déjà, la vérification d'identité que je t'ai expliqué juste avant, c'est très précurseur, je le vois, hein, parce que très peu le font. Maintenant, cette vidéo est là pour t'expliquer le futur, qui moi je pense est le futur dans la location saisonnière et qu'il faut que tu le fasses. Et si en plus il faut ajouter un contrat de location, bah, ça complique quand même pas mal les choses. Tu peux aussi mettre en place ce qu'on appelle des détecteurs de bruit qui vont permettre de détecter des fêtes ou des comportements anormaux avec la musique très forte qui peuvent être un problème pour ta copropriété ou pour les voisins. Et donc ça, tu peux le faire aussi. Bon, j'ai jamais testé, mais en tout cas, ça existe, il faut le savoir. Enfin, dernier élément, et qui va aussi te servir de preuve, je te conseille vivement de mettre une caméra, pas à l'intérieur évidemment parce que c'est interdit, mais plutôt à l'extérieur, donc partie commune, entrée du logement, porte, etc. pour avoir des preuves supplémentaires, puisqu'évidemment, si tu constates qu'au lieu qu'il y ait 2 voyageurs prévus et qu'il y en a 50 qui arrivent dans le logement pour faire la fête, au moins tu auras une preuve de plus que tu pourras fournir en vidéo à la police, mais aussi à AirCover ou à ton assurance de logement. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet, hein, je te mets un lien ici. Alors cette vidéo n'a pas beaucoup marché, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je te la mets ici, tu vas aller la voir. Enfin, en cas de soucis constatés de comportements illégaux dans ton logement, quoi faire et que dit la loi sur le sujet? Alors j'ai vérifié, la loi est très claire concernant les activités illégales. Alors c'est pareil, je vais regarder sur mon smartphone parce que j'ai pas envie de dire de bêtises et je vais te donner les références aux lois qui expliquent tout ça. Première chose, c'est l'usage détourné du bien loué. Le Code civil, article 1728, impose au locataire d'user du bien en bon père de famille et conformément à sa destination résidentielle dans le cas qui nous intéresse ici en location saisonnière. Toute utilisation à des fins illicites, prostitution, trafic, etc., est une violation grave du contrat de location. D'où l'intérêt aussi de faire signer un contrat de location, même si ces activités sont de facto interdites si tu passes par une plateforme. Par contre, si tu es en location en direct, ton contrat de location va devenir obligatoire. Pour le cas de la prostitution, qui est un cas très particulier, la prostitution en tant que telle n'est pas illégale en France, mais le fait de tenir un local à disposition à des fins de prostitution peut être considéré comme du prosélytisme passif, un délit qui est donc très grave, puni de jusqu'à 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. Article 225.5 et suivant du code pénal. Donc, si tu es informé qu'une activité de prostitution se déroule dans ton bien et que tu ne réagis pas, et bien dans ce cas-là, tu peux être condamné ou poursuivi pour tolérance fautive ou complicité de prosélytisme passif. Donc c'est très important de comprendre ça. Le fait est que si tu as connaissance, tu dois le faire savoir. Maintenant, si ça se passe, mais que tu n'en as pas connaissance et que tu n'as pas pu le détecter par quelconque moyen, là, dans ce cas-là, tu ne peux pas être tenu responsable. Autre cas de figure interdit par la loi, le trafic de drogue, par exemple. Le trafic de stupéfiants dans un logement engage directement la responsabilité pénale des trafiquants. Si tu laisses faire sciemment ou par négligence manifeste, tu risques des sanctions pénales, complicité ou facilitation, une saisie du bien dans certains cas, rares mais possibles, et des poursuites civiles si des tiers, voisins, copropriétés se plaignent et te jugent responsable. Là, évidemment, c'est pareil. Si tu en as connaissance, il faut absolument prévenir la police, etc. Et du coup, comment réagir en cas de problème? C'est simple. Première chose à faire, tu portes plainte à la police. Bien sûr, tu envoies un message au locataire pour lui poser des questions. Tu envoies un message directement et rapidement, sous 48 heures, à ton assurance, à la plateforme également, avec toutes les preuves, c'est-à-dire photos, factures,
comment dire, journal d'activité, par exemple, si tu as des serveurs connectés, ton contrat de location, si tu fais signer un contrat de location, message échangé, que ce soit par SMS, hors plateforme ou dans la plateforme, voilà, tout ce qui peut être utile à justifier le comportement malveillant. N'oublie pas également d'y joindre le dépôt de plainte de la police, ça c'est souvent aussi très efficace pour dire que tu es sérieux sur ta demande de remboursement. Voilà, sujet pas facile, mais j'espère qu'avec ce que je t'ai donné des actions très précises et des règles très précises pour que tu comprennes bien les risques, les actions que tu peux faire, les impacts qu'elles ont sur ton business ou pas, pour que tu fasses les bons choix. Voilà, n'hésite pas à commenter, dis-moi toi ce que tu as mis en place pour éviter les abus. J'ai peut-être pas pensé à tout, n'hésite pas à le partager avec les autres en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et je vais continuer à essayer de te donner un maximum de vidéos pour automatiser et améliorer les performances de tes locations saisonnières. Alors en activant les notifications, tu seras prévenu directement pour les prochaines vidéos. Voilà, merci à toi et à très bientôt.